Mon fils de 7 ans a pris la mauvaise tablette pour l'école. Il a pris par erreur l'iPad de travail de mon mari. Sa maîtresse a appelé, « Vous devez venir immédiatement ». J'ai couru à son école. La police était déjà là. Un policier m'a emmené dans une autre pièce. Ce que nous avons trouvé là est terrifiant. Regardez. Quand j'ai vu ce que c'était, je ne suis jamais rentré chez moi. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin où mon fils de 7 ans, Colton, a pris la mauvaise tablette a tout fait basculer. Je le vois encore, debout dans notre cuisine, le sirop dégoulinant de son t-shirt à dinosaure, complètement inconscient que ses petites mains venaient de saisir l'appareil qui allait détruire notre famille et en sauver 13 autres. Lorsque son enseignante a appelé 3 heures plus tard, disant que la police était à l'école et que je devais venir immédiatement, j'ai pensé que Colton s'était peut-être battu ou qu'il y avait eu une sorte d'accident. Mais quand l'inspectrice Ramona Church m'a conduite dans cette salle de classe vide et m'a montré ce qu'ils avaient trouvé sur l'iPad professionnel de mon mari, Dean, j'ai compris pourquoi il travaillait si tard, pourquoi il était si secret au sujet de ses affaires, et pourquoi il s'assurait toujours que sa tablette était verrouillée. Ce jour-là, je suis devenue une mère célibataire, et mon fils de 7 ans est devenu le héros qui a sauvé 13 enfants disparus d'un réseau de trafic d'enfants que son propre père dirigeait. Je m'appelle Willa, jusqu'à ce mardi matin, je pensais avoir une vie parfaite. Je travaillais comme bibliothécaire à l'école primaire de Riverside, le même établissement où mon fils était en 2e année. Mon mari, Dean, était un détective privé spécialisé dans la recherche de personnes disparues. Il était le héros qui réunissait les familles, qui ramenait les enfants à la maison, qui redonnait espoir aux parents désespérés quand tous les autres avaient abandonné. Du moins, c'est ce que je croyais. C'est ce que tout le monde croyait. C'est le mensonge qu'il m'a servi chaque jour pendant nos 9 ans de mariage. Colton était notre fils unique, un garçon brillant et curieux qui aimait les dinosaures plus que tout au monde. Il pouvait nommer chaque période de l'ère mésozoïque et vous dire ce que chaque dinosaure mangeait, sa taille et lesquels avaient des plumes. Ce matin-là, il était particulièrement excité car c'était le jour de la photo de classe. Mais plus important encore, il allait enfin présenter son projet sur le T-Rex à sa classe. Il travaillait sur cette présentation depuis 2 semaines, recherchant des faits, ajoutant des animations, la rendant parfaite. Il voulait devenir paléontologue quand il serait grand. Il le disait à quiconque voulait bien l'entendre. Son père et moi étions si fiers de sa passion, de son dévouement à l'apprentissage. Dean était parti tôt ce matin-là, avant même que Colton et moi ne soyons réveillés. Une autre réunion avec un client, une autre famille désespérée de retrouver son enfant disparu. Il m'avait embrassé sur le front dans l'obscurité, m'avait murmuré qu'il m'aimait et s'était éclipsé comme une ombre. C'était devenu de plus en plus fréquent au cours des derniers mois. Des nuits tardives à son bureau, des départs matinaux, des appels le week-end qui ne pouvaient pas attendre. Sa mère, Glenda, avait commencé à remarquer à quel point il avait l'air fatigué, à quel point il maigrissait. Quelle que soit l'affaire sur laquelle ce garçon travaille, avait-elle dit au dîner du dimanche, à peine 2 jours auparavant, ça le ronge de l'intérieur. Je l'ai défendu, bien sûr. Je l'ai toujours défendu. Dean sauvait des vies, réunissait des familles, faisait l'œuvre de Dieu dans un monde rempli de mal. Comment pouvais-je me plaindre de ses longues heures de travail alors qu'il était dehors à ramener des enfants à leurs parents? Comment aurais-je pu être assez égoïste pour le vouloir à la maison pour le dîner alors que quelque part, une mère pleurait son bébé disparu? J'étais fier d'être marié à un héros. Colton était fier que son papa sauve des gens. Nous comprenions que les héros devaient faire des sacrifices. Le rituel matinal chez nous était toujours le même. Je préparais des crêpes pendant que Colton s'habillait. Puis nous mangions ensemble en passant en revue son programme de la journée. Ce mardi-là, il vibrait pratiquement d'excitation pour sa présentation. Mais dans sa précipitation, il avait oublié de prendre sa tablette dans sa chambre. « Vérifie sur la station de recharge dans le salon », lui avais-je crié en préparant son déjeuner. Nous avions 3 iPads qui chargeaient tous au même endroit chaque nuit. Le mien avait une coque rose vif que Colton avait choisie pour mon anniversaire. Le sien était couvert d'autocollants de dinosaures qu'il collectionnait depuis la maternelle. La tablette professionnelle de Dean était dans un simple étui noir. Pas de décoration, pas de personnalité, comme toutes ses affaires de travail. Professionnel, disait-il. Ennuyeux, plaisantions Colton et moi. Je l'ai, avait crié Colton, et j'ai entendu le son distinctif de la tablette glissant dans son sac à dos. Nous sommes sortis en courant, en retard comme toujours. Je l'ai déposé dans la classe de Mademoiselle Yates avec un rapide baiser sur la tête,
lui rappelant de sourire pour la photo de classe et d'épater tout le monde avec sa présentation. Puis je me suis dirigé vers ma bibliothèque, prête pour un autre mardi normal de groupe de lecture et de prêt de livres. Je n'avais aucune idée que dans 3 heures, mon monde entier s'effondrerait et que mon fils de 7 ans deviendrait accidentellement la clé de la résolution de la plus grande affaire de trafic d'enfants que notre État ait connue depuis des décennies. Les mardis matins chez nous étaient toujours un chaos contrôlé. Mais c'était notre genre de chaos, celui qui me faisait sourire, même quand j'étais épuisé. J'adorais ma vie de bibliothécaire à l'école primaire de Riverside, où l'odeur des vieux livres mêlés au rire des enfants créait la bande-son de mes journées. Le meilleur, c'est que Colton fréquentait la même école, donc je pouvais l'apercevoir pendant la récréation ou parfois rejoindre sa classe pour l'heure du conte. Les enseignants me disaient combien j'avais de la chance d'avoir un garçon si sage et intelligent, et je rayonnais de fierté à chaque fois. Notre routine matinale ce jour-là a commencé comme n'importe quel autre. Le côté du lit de Dean était déjà froid quand mon réveil a sonné à 6h30. J'ai trouvé son mot sur le miroir de la salle de bain, réunion clientèle. Je vous aime. Rentre tard. Ne m'attendez pas. Ces notes étaient devenues plus fréquentes ces derniers temps. De petites excuses écrites sur des post-it disséminés dans toute la maison. La cafetière était déjà en marche, sa façon de s'excuser de manquer un autre petit déjeuner en famille. Maman, on peut avoir des crêpes dinosaures? Colton est apparu à l'embrasure de la porte de la cuisine, les cheveux dressés dans 12 directions différentes. Il portait son t-shirt préféré, celui avec le squelette de T-Rex qui brillait dans le noir. Parfait pour la photo de classe, ai-je pensé avec un sourire. Des crêpes dinosaures tout de suite, petit bonhomme, ai-je dit en sortant le moule spécial que Glenda lui avait offert pour Noël. Elle le gâtait pourri, étant son seul petit enfant. Mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Colton avait cet effet sur les gens. Pendant que je cuisinais, Colton bavardait à propos de sa présentation. Savais-tu que les bras du T-Rex étaient en fait super forts? Chaque bras pouvait soulever 180 kilos. C'est comme 2 humains adultes entiers. Il a fait une démonstration avec ses propres bras, manquant de renverser son jus d'orange au passage. C'est incroyable, mon cœur. Tes camarades de classe vont adorer apprendre ça. J'ai posé ces crêpes, artistiquement disposées avec des yeux en fraise et un sourire en myrtille, exactement comme il les aimait. Mademoiselle Yates a dit que je pouvais passer en premier parce que j'ai attendu si patiemment, a-t-il continué entre 2 bouchées. Et Tommy a dit que son père connaît quelqu'un qui a trouvé un vrai os de dinosaure une fois, mais je crois qu'il invente. Je me suis assise avec mon café, le regardant manger avec un tel enthousiasme que le sirop s'est retrouvé partout. C'était ma partie préférée de la journée, juste nous deux avant que le monde ne réclame notre attention. Dean nous rejoignait pour ses petits déjeuners, imitant des voix de dinosaures stupides et transformant chaque repas en aventure. Mais ces jours étaient devenus des souvenirs au cours de la dernière année, à mesure que sa charge de travail augmentait. Ton père serait si fier de ta présentation, ai-je dit en essuyant le sirop de son menton. Est-ce qu'il vient la voir? Demanda Colton, plein d'espoir. Il doit travailler, mon bébé. Mais on lui montrera la vidéo ce soir, d'accord? Colton a hoché la tête, habitué à la déception. Ça me brisait le cœur de voir à quel point il acceptait les absences de Dean. Les réunions parents-professeurs manquées. Les matchs de foot regardés uniquement par moi. Les histoires du soir qui étaient devenues ma seule responsabilité. Mais Dean faisait un travail important, me rappelais-je. Les familles qu'il réunissait valaient nos petits sacrifices. Après le petit déjeuner, la course matinale a vraiment commencé. Colton ne trouvait pas son livre de la bibliothèque, puis s'est souvenu qu'il était dans la voiture. La fermeture éclair de son sac à dos s'est coincée, nécessitant une intervention d'urgence avec une pince. Le bon de commande pour la photo de classe avait besoin de ma signature. L'autorisation pour la sortie scolaire de la semaine prochaine devait être retrouvée dans la pile de papier sur le comptoir. « Maman, où est ma tablette ?» a crié Colton depuis la cuisine pendant que j'étais dans la salle de bain à me coiffer. « Vérifie sur la station de recharge dans le salon, mon chéri », ai-je répondu en appliquant une dernière couche de mascara. La station de recharge était la solution de Dean au chaos des appareils de notre famille. Une simple étagère en bois avec 3 câbles où toutes nos tablettes passaient la nuit. Cela évitait la bousculade matinale des batteries à plat et des appareils manquants. Habituellement, cela fonctionnait parfaitement. « Je l'ai !» a crié Colton triomphalement. Nous sommes sortis en trombe à 7h45, marchant rapidement vers ma voiture. L'école primaire n'était qu'à 10 minutes en voiture, mais la circulation était toujours dense avec d'autres parents faisant la même navette matinale.
Colton répétait sa présentation sur la banquette arrière, sa voix sérieuse et professionnelle, comme il avait vu son père se préparer pour des réunions avec des clients. Le Tyrannosaurus Rex, qui signifie roi des lézards tyrans, vivait il y a 68 millions d'années, récitait-il. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi tout ce que vous pensiez savoir sur le T-Rex est faux. C'est une excellente accroche, lui ai-je dit en me garant sur le parking de l'école. Tu vas être génial. Nous sommes entrés dans l'école ensemble, sa petite main dans la mienne, son sac à dos dinosaure rebondissant à chaque pas. Aucun de nous n'a remarqué que l'iPad dans son sac avait un étui noir au lieu d'un étui couvert d'autocollants de dinosaures. Aucun de nous ne savait que cette simple erreur allait tout changer en exactement 3 heures et 7 minutes. À exactement 10h47, j'étais en plein catalogage d'une nouvelle livraison de romans quand mon téléphone a sonné. Le numéro affichait le bureau principal de l'école, ce qui était étrange puisque j'étais littéralement dans le bâtiment. Ma première pensée fut que Colton avait peut-être oublié l'argent pour son déjeuner, bien que je lui ai préparé son repas ce matin-là. Madame Willa, c'est Bridget Yates, l'enseignante de Colton. Sa voix semblait tendue, loin de son ton joyeux habituel. Vous devez venir au bureau du directeur immédiatement. Mon estomac s'est noué. Est-ce que Colton va bien? Est-il blessé? Il va bien physiquement, mais s'il vous plaît, venez maintenant. N'allez pas d'abord à votre bibliothèque. Venez directement au bureau de Monsieur Pike. L'urgence dans sa voix a fait trembler mes mains alors que je prenais mes clés. Le trajet de la bibliothèque au bâtiment principal prenait habituellement 3 minutes. Ce jour-là, il m'a semblé durer 3 heures. Tous les scénarios terribles me traversaient l'esprit. Colton s'était-il battu? Avait-il dit quelque chose de déplacé? Y avait-il eu un accident pendant la récréation? Mes talons claquaient sur le linoléum alors que je courais presque dans le couloir, les autres enseignants me regardant avec inquiétude à mon passage. Quand j'ai ouvert la porte du bureau du directeur, mon sang s'est glacé. 2 policiers se tenaient à côté du bureau de Monsieur Pike, leurs uniformes impeccables et officiels, leurs visages graves. Colton était assis sur une chaise, l'air confus, mais indemne. Et là, sur le bureau devant lui, se trouvait un iPad dans un étui noir. L'iPad de Dean. Maman. Colton s'est levé d'un bond et a couru vers moi, enroulant ses bras autour de ma taille. J'ai pris la tablette de papa par erreur, mais quelque chose de bizarre s'est passé quand j'ai essayé de montrer ma présentation sur les dinosaures. Je l'ai serré fort, mes yeux allant des policiers à Monsieur Pike et Mademoiselle Yates. Le directeur, Vernon Pike, était un homme que je connaissais depuis 5 ans, quelqu'un qui gérait habituellement tout, des saignements de nez au divorce de parents, avec une autorité calme. Aujourd'hui, son visage était pâle, son sang-froid habituel complètement brisé. Mademoiselle Yates s'est avancée, les mains si serrées que ses jointures étaient blanches. Madame Willa, quand Colton a connecté l'iPad à notre tableau interactif pour sa présentation, il s'est automatiquement ouvert sur la dernière application utilisée. Au lieu de ces diapositives sur les dinosaures, un autre dossier s'est ouvert. Au début, j'ai pensé que c'était juste une erreur. Peut-être des fichiers de travail de votre mari. Mais ensuite, j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur. L'officière de police, dont le badge indiquait « Inspectrice Ramona Church », a ramassé la tablette avec des mains gantées. Elle avait la quarantaine, avec des yeux perçants qui semblaient tout voir à la fois. « Madame, je vais avoir besoin que vous veniez avec moi dans une autre pièce. Monsieur Pike, veuillez garder Colton ici avec Mademoiselle Yates. » Maman, j'ai fait quelque chose de mal? La voix de Colton était petite, effrayée d'une manière qui a fait hurler mon instinct maternel. Je me suis agenouillé à son niveau, forçant ma voix à rester calme. Non, mon bébé. Tu n'as rien fait de mal. Mademoiselle Yates va rester avec toi quelques minutes pendant que je parle à la policière. D'accord? Peut-être qu'elle pourra te montrer ce nouveau livre sur les vélociraptors que nous venons de recevoir à la bibliothèque. Mademoiselle Yates a immédiatement compris, prenant la main de Colton. C'est une excellente idée. Viens, Colton. Allons regarder des livres sur les dinosaures pendant que ta maman s'occupe des affaires de grand. L'inspectrice Church m'a conduite dans une salle de classe vide à côté. Le jeune officier masculin a suivi, fermant la porte derrière nous. La pièce sentait la craie et le désinfectant pour les mains. Des dessins d'enfants représentant des fleurs de printemps décoraient les murs. Un cadre si normal, si innocent pour ce qui allait se passer. « Votre mari est bien Dean, n'est-ce pas ?» a demandé l'inspectrice Church, posant l'iPad sur un bureau d'élève. Il travaille comme détective privé spécialisé dans les affaires de personnes disparues. « Oui,
Il aide à retrouver les enfants disparus et à réunir les familles. Il fait ça depuis 8 ans. La fierté s'est glissée dans ma voix malgré ma peur. Que se passe-t-il? Qu'avez-vous trouvé? Elle a allumé l'iPad, ses doigts gantés naviguant vers un dossier intitulé « Affaires actives ». Mon soulagement a été immédiat. Oh, ce ne sont que ces dossiers. Il travaille parfois de la maison et garde tout méticuleusement organisé. Il doit le faire pour les témoignages au tribunal et les assurances. C'est ce que nous avons pensé au début, a dit l'inspectrice Church, sa voix douce mais ferme, jusqu'à ce que nous regardions de plus près. Elle a ouvert le premier dossier. La photo d'une jeune fille est apparue, peut-être 8 ans, avec des tresses blondes et un sourire édenté. Le nom du fichier indiquait « Mélodie Brenet, disparue depuis 6 mois ». Je me souviens de cette affaire, ai-je dit rapidement. Dean a été engagé par la famille l'année dernière. Il a travaillé si dur dessus, mais n'a trouvé aucune piste. Ça l'a presque détruit. L'inspectrice Church a ouvert un autre dossier, puis un autre. Chacun montrait le visage d'un enfant différent. 13 dossiers au total. Madame Willa, chacun de ses enfants est porté disparu depuis plus de 6 mois. Chacun était une affaire sur laquelle votre mari aurait travaillé, sans succès. Il se spécialise dans les cas difficiles, ai-je défendu, bien qu'un frisson glacial me parcourait l'échine. Parfois, les enfants ne sont pas retrouvés. C'est déchirant, mais ça arrive. Regardez ça, a dit doucement l'inspectrice Church, ouvrant un autre dossier intitulé « Itinéraire de transport », et mon monde a commencé à s'effondrer. À l'intérieur se trouvaient des feuilles de calcul détaillées avec des dates, des lieux et des descriptions de véhicules. Des adresses d'entrepôts dans des zones industrielles de 3 États, des photos de camionnettes banalisées, et au bas de chaque document, la signature numérique de Dean. Ce n'est pas possible, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Dean enquête sur les enfants disparus. Il ne les transporte pas. Madame Willa, j'ai besoin que vous vous asseyiez, a dit l'inspectrice Church, me guidant vers une petite chaise en plastique destinée à des élèves de 3e année. L'officier m'a apporté un verre d'eau du lavabo de la classe. Elle a glissé vers un autre dossier intitulé « Communication réseau ». À l'intérieur se trouvaient des fils de discussion cryptés qui avaient été décodés. Le plus récent, daté de 3 jours, m'a soulevé le cœur. Prochain enlèvement jeudi, entrepôt 47. Préparez les sédatifs. L'acheteur les veut calmes pour le transport. Non, ai-je dit fermement, repoussant l'iPad. Vous vous trompez. Quelqu'un a dû pirater sa tablette. Dean ne ferait jamais de mal à des enfants. Il a un fils. Il entraîne la petite ligue. Il a pleuré quand nous avons regardé ce documentaire sur la pauvreté des enfants. Ce n'est pas lui. L'inspectrice Church s'est assise en face de moi. Son expression était compatissante mais déterminée. L'équipe d'informatique légale a vérifié que ces fichiers ont été créés sur cet appareil avec les identifiants de votre mari depuis l'adresse IP de votre domicile. De multiples entrées ont été faites à des moments où il était confirmé être à la maison. Elle a affiché un dossier financier. Les relevés bancaires montraient des dépôts de 50 000, 75 000 $, des montants qui n'avaient aucun sens pour les revenus d'un détective privé. Les dates correspondaient parfaitement au moment où les enfants de la liste avaient disparu. Nous suivons ce réseau de trafic depuis 18 mois, a expliqué l'inspectrice Church. Nous savions que quelqu'un coordonnait localement, quelqu'un ayant accès à des informations sur les familles vulnérables, quelqu'un qui pouvait se déplacer librement sans éveiller les soupçons. Un détective privé aurait une couverture parfaite. Les parents lui font confiance, partagent leur routine, leurs emplois du temps, leurs faiblesses. La pièce s'est mise à tourner. Je me suis agrippé au bord du bureau. Vous êtes en train de me dire que mon mari a utilisé les informations de parents en deuil pour kidnapper leurs enfants? Pire, dit doucement l'inspectrice. Il a pris leur argent pour enquêter sur des affaires qu'il avait lui-même orchestrées. Il leur a donné de fausses pistes, des impasses, les a maintenus dans l'espoir tout en sachant exactement où se trouvaient leurs enfants. J'ai pensé à toutes ces nuits tardives où Dean avait travaillé, aux affaires qui le hantaient, aux familles qu'il avait réconfortées. La famille Brenet nous avait envoyé une carte de Noël remerciant Dean de n'avoir jamais perdu espoir. La mère avait écrit « Même si Mélodie n'est pas encore à la maison, savoir que quelqu'un sans souci signifie tout pour nous. » Où est Dean maintenant? Ai-je réussi à demander. Nous avons des unités qui le recherchent. Son téléphone est éteint. Son bureau est vide. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Ce matin. Il est parti tôt pour une réunion client. Ma voix semblait creuse, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre.
Il m'a embrassé pour me dire au revoir. Il a laissé un mot disant qu'il nous aimait. La radio de l'inspectrice Church a crépité. Toutes les unités, véhicules du suspect repérés se dirigeant vers le nord sur la route 47 en poursuite. La route 47 menait au quartier industriel, aux entrepôts. Madame Willa, nous avons besoin de votre aide, a dit l'inspectrice Church d'un ton pressant. Le message mentionnait jeudi. C'est dans 2 jours. Mais si Dean sait que nous sommes sur sa piste, il pourrait déplacer les enfants plus tôt. Y a-t-il un endroit où il pourrait aller? Une propriété que vous possédez et que nous ne connaîtrions pas? Je me suis forcé à réfléchir à travers le brouillard du choc. Son oncle lui a laissé un chalet l'année dernière. C'est à environ 2 heures au nord, très isolé. Nous devions le rénover pour des vacances en famille, mais nous n'en avons jamais eu le temps. L'adresse. J'ai sorti les registres de propriété sur mon téléphone avec des doigts tremblants. L'inspectrice Church a immédiatement relayé l'information à la centrale. Je dois voir Colton, ai-je dit, me levant sur des jambes chancelantes. Bientôt. Mais d'abord, nous devons savoir si vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers temps. Un comportement étrange, des absences inexpliquées, tout ce qui pourrait nous aider à retrouver ses enfants. J'ai repensé aux derniers mois. Il a pris plus d'affaires, travaillé plus longtemps. Parfois, il partait au milieu de la nuit, disait que des clients appelaient pour des urgences. Il a installé de nouvelles serrures sur la porte de son bureau. Il disait que c'était pour la confidentialité des clients. Et l'argent? Mon Dieu, j'aurais dû m'interroger sur l'argent. Il a dit que les affaires marchaient bien, qu'il avait obtenu des contrats d'entreprise. Vous ne pouviez pas savoir, a dit l'inspectrice Church. Les gens comme votre mari sont des manipulateurs experts. Ils créent des façades parfaites. Qu'est-ce que je vais dire à Colton? Le poids de la situation s'est abattu sur moi. Comment expliquer que son père, son héros, est en réalité un monstre? Que l'homme qui lui a appris à faire du vélo et à vérifier s'il y avait des monstres sous son lit est le vrai monstre. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la recherche de ses enfants, a dit l'inspectrice Church. Votre fils vient peut-être de sauver 13 vies. S'il n'avait pas accidentellement pris cette tablette, si mademoiselle Yates n'avait pas vu ces fichiers, nous n'aurions peut-être jamais relié Dean à ce réseau. La radio a de nouveau crépité de voix. Nous sommes à l'intérieur de l'entrepôt 47. Plusieurs mineurs trouvés. Demandons un soutien médical et des services sociaux immédiats. Le soulagement dans la voix de l'officier était palpable, même à travers les parasites. Combien? A demandé Church d'urgence. 13. Tous les 13 des dossiers. Ils sont vivants. Effrayés et déshydratés, mais vivants. Je me suis effondré sur la chaise, en sanglots. 13 enfants qui allaient rentrer chez leurs parents. 13 familles dont les cauchemars prenaient fin. Tout ça parce que mon fils de 7 ans avait pris la mauvaise tablette. Suspect en garde à vue, a rapporté une autre voix. Dean Morrison appréhendé alors qu'il tentait de fuir par la sortie arrière. Aucune résistance. L'inspectrice Church m'a regardé. Souhaitez-vous lui parler? Vous n'êtes pas obligé, mais parfois cela aide à tourner la page. Oui, ai-je dit sans hésiter. Je dois le regarder dans les yeux. Je dois comprendre comment l'homme que j'ai épousé a pu faire ça. 2 heures plus tard, après avoir tenu Colton dans mes bras et lui avoir promis que tout irait bien, après que Glenda soit arrivée en larmes, incrédule, je me suis assise dans une salle d'interrogatoire grise au poste de police. Dean était assis en face de moi, menotté, portant toujours la chemise bleue que j'avais repassée 3 jours plus tôt. Il avait l'air exactement pareil. Pas de cornes, pas de lueur maléfique dans ses yeux. Juste Dean, l'homme qui faisait des crêpes aux pépites de chocolat le dimanche et qui ne manquait jamais l'histoire du soir de Colton, jusqu'à récemment. Ça ne devait pas se passer comme ça, a dit Dean, sa voix plate et sans émotion. Tu n'étais jamais censé le savoir. Depuis combien de temps? Ai-je demandé. Depuis combien de temps fais-tu ça? 2 ans. Il a croisé mon regard sans honte. La première fois, c'était un accident. J'enquêtais sur une fille disparue. J'ai trouvé où elle se trouvait grâce à mes contacts. Mais au lieu d'appeler la police, quelqu'un m'a approché avec une offre. Plus d'argent que je n'en gagnerais en 5 ans. Alors tu l'as vendue, comme une marchandise. Je me suis dit qu'elle était déjà prise. Que je l'aide à la transporter ou non, elle ne rentrerait pas chez elle. Au moins, de cette façon, Colton pouvait avoir un fonds pour ses études, nous pouvions avoir une vie meilleure. Une vie meilleure construite sur la souffrance d'enfants, ai-je dit, la voix montant. Tu as regardé ses parents dans les yeux. Tu as pris leur argent.
Tu leur as donné de l'espoir tout en sachant exactement où était leur bébé. Dean s'est penché en avant. Sais-tu combien coûte une école privée? Combien il nous faudrait pour l'éducation de Colton, pour son avenir? J'ai fait ça pour notre famille. N'ose pas, ai-je grondé. N'ose pas utiliser notre fille comme excuse pour ta méchanceté. Tu as fait ça pour toi, par cupidité. L'inspectrice Church est entrée avec un ordinateur portable. Les enfants sont à l'hôpital pour être examinés. Leurs familles sont en route. Elle a tourné l'écran vers nous, montrant des images de surveillance de l'entrepôt. 13 enfants blottis les uns contre les autres dans une pièce fermée à clé. Le plus âgé avait peut-être 12 ans, le plus jeune pas plus de 5. La famille Brené est à 40 minutes, a poursuivi Church. Mélodie n'arrête pas de demander sa maman. Elle est partie depuis 6 mois. 6 mois pendant lesquels cette mère se mourait à petit feu chaque jour, alors que tu savais exactement où était sa fille. Le sang-froid de Dean a finalement craqué. Je ne leur ai jamais fait de mal. Je m'assurais qu'ils étaient nourris, qu'ils avaient des couvertures. Je ne suis pas un monstre. Tu es pire qu'un monstre, ai-je dit en me levant. Les monstres sont évidents. Toi, tu te cachais derrière le sourire d'un père, le baiser d'un mari, la réputation d'un héros. Tu as utilisé notre famille comme camouflage pour le mal. Willa, s'il te plaît, pense aux conséquences. La maison sera saisie en tant qu'avoir criminel. Le fonds d'études de Colton est une preuve. Tout ce que nous avons construit a disparu. Tout ce que nous avons construit était un mensonge, ai-je répondu. Mais Colton et moi, nous reconstruirons avec la vérité. Il saura que sa mère a choisi le bien plutôt que le confort. Il saura que face au mal, nous nous sommes dressés contre lui, même quand il portait un visage familier. Je veux le voir. Je veux lui expliquer. Tu ne le reverras jamais. Il grandira en sachant que son père est en prison, là où il doit être. Mais il saura aussi qu'il est le héros qui a sauvé 13 enfants. C'est son héritage, pas le tien. L'inspectrice Church m'a montré d'autres images de l'hôpital. Des parents courant dans les couloirs, des enfants pleurant, maman, papa, des réunions qui semblaient impossibles quelques heures plus tôt. Un père est tombé à genoux en tenant son fils. Une mère ne pouvait s'arrêter d'embrasser le visage de sa fille. C'étaient les scènes que Dean avait empêchées pendant des mois. La joie qu'il avait volée et vendue. La plus jeune victime a été enlevée il y a 2 semaines, a dit Church. Emma Walsh, 5 ans. Elle est restée à l'entrepôt moins de 48 heures avant que l'accident de votre fils ne révèle tout. Sans Colton, elle aurait pu disparaître pour toujours. Dean a mis sa tête dans ses mains. J'allais arrêter. Après ce dernier coup, j'en avais fini. C'est ce que tous les criminels disent quand ils sont pris, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Adieu, Dean. La prochaine fois que je te verrai, ce sera au tribunal, quand je témoignerai contre toi. Willa, je t'aime. Malgré tout, c'était réel. Je me suis retourné une dernière fois. Non, Dean. L'amour protège. L'amour se sacrifie pour les autres, pas à leurs dépens. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Cette nuit-là, Colton et moi sommes restés chez Glenda, dans sa petite maison de 2 chambres qui sentait la cannelle et le linge frais. Elle m'a tenu dans ses bras pendant que je sanglotais dans sa cuisine, ses propres larmes coulant silencieusement alors qu'elle réalisait que son fils, le garçon qu'elle avait élevé et aimé, était devenu quelque chose d'inconnaissable. Je n'arrête pas de penser à quand il était petit, a-t-elle murmuré. Il sauvait les vers de terre du trottoir après la pluie. Quand ce petit garçon est-il devenu quelqu'un qui pouvait voler des enfants? Maman, pourquoi on ne peut pas rentrer à la maison? A demandé Colton depuis l'embrasure de la porte, serrant sa peluche dinosaure que Glenda avait prise chez nous avec nos affaires essentielles. Je me suis agenouillé à côté de lui, choisissant mes mots avec soin. Tu te souviens comment papa aide à retrouver les enfants disparus? Eh bien, de très méchantes personnes les cachaient. Et quand tu as accidentellement pris la tablette de papa à l'école, tu as aidé la police à retrouver tous ces enfants. Tu es un héros, mon bébé. 13 enfants vont pouvoir rentrer dans leur famille grâce à toi. Est-ce que papa a fait quelque chose de mal? Ses yeux innocents cherchaient la vérité dans les miens. Papa a fait de très mauvais choix qui ont blessé des gens. Il doit partir pour très longtemps pour faire face aux conséquences de ses choix. Mais ce que tu as fait aujourd'hui était incroyable. Tu as sauvé des enfants qui avaient peur et qui s'ennuyaient de leur famille. Comme si j'étais perdu et que je ne te trouvais pas? Exactement comme ça. Et grâce à toi, 13 mamans et papas ont retrouvé leur bébé. 3 mois plus tard, nous vivons dans l'Oregon,
à plus de 3000 km de tout ce que nous connaissions. Je travaille dans une petite bibliothèque publique où personne ne connaît notre histoire. Colton s'épanouit dans sa nouvelle école où son enseignante dit qu'il est remarquablement bien adapté malgré tout ce qu'il a traversé. Le conseiller en traumatologie que nous voyons 2 fois par semaine dit que les enfants sont résilients lorsqu'ils sont entourés d'amour et de vérité. Dean a plaidé coupable pour éviter un procès, acceptant une peine de 25 ans à la perpétuité. Je n'ai pas eu à témoigner. Je n'ai pas eu à le revoir. La procureure a dit que c'était l'un des accords de plaider coupable les plus rapides qu'elle ait jamais vus, probablement parce que les preuves sur cet iPad étaient si accablantes que ses avocats savaient qu'il n'avait aucune chance au procès. Les 13 familles qu'il a contribué à détruire sont devenues une source de soutien inattendue. Ils envoient des cartes de Noël adressées à notre héros, Colton. La mère de Mélodie Brenet m'a écrit une lettre de 6 pages pour me remercier d'avoir élevé un garçon si courageux. « Votre fils m'a rendu ma fille », a-t-elle écrit. Il n'y a pas de mots pour un tel cadeau. Les parents d'Emma Walsh ont envoyé une vidéo de sa fête pour ses 5 ans, celle qu'elle a pu avoir à la maison grâce à l'accident de Colton. J'ai appris que les monstres ne ressemblent pas toujours à des monstres. Ils ne se cachent pas dans l'ombre et n'ont pas de signes avant-coureurs tatoués sur le front. Parfois, ils vous préparent votre café le matin et entraînent la petite ligue le samedi. Parfois, ils vous embrassent pour vous souhaiter bonne nuit pendant 9 ans tout en orchestrant des cauchemars pour d'autres familles. Le mal peut avoir un contact doux et un rire familier. Il peut vous tenir la main pendant l'accouchement et pleurer à la remise des diplômes de maternelle de votre fils tout en prévoyant de détruire les enfants des autres. Mais j'ai aussi appris que les héros se présentent sous des formes inattendues. Ils portent des t-shirts de dinosaures et mettent du sirop sur tout ce qu'ils touchent. Ils prennent la mauvaise tablette parce qu'ils sont excités pour une présentation scolaire. Ils sauvent des vies sans le vouloir, simplement en étant eux-mêmes, des enfants de 7 ans innocents et chaotiques. Glenda nous rend visite tous les mois, conduisant 16 heures à chaque fois parce qu'elle refuse que les actions de Dean lui coûtent sa relation avec son petit-fils. « Cet homme est peut-être mon fils par le sang », m'a-t-elle dit lors de sa dernière visite, mais vous et Colton êtes ma famille par choix. Et le choix compte plus. Certaines nuits, Colton pose encore des questions sur Dean. Quand il sera plus grand, je lui dirai tout. Comment son père était bon autrefois, ou du moins semblait l'être. Comment la cupidité et les ténèbres peuvent corrompre quiconque ne s'en protège pas. Comment, parfois, les personnes en qui nous avons le plus confiance sont capables de la plus profonde trahison. Mais pour l'instant, je lui dis des vérités adaptées à son âge. Papa a blessé des gens et doit rester en punition. Papa a fait de mauvais choix dont nous pouvons tirer des leçons. Nous aimons le papa qui t'a appris à faire du vélo, mais nous n'aimons pas les choses qu'il a faites qui ont blessé les autres. Notre nouvelle vie est plus modeste, mais plus saine. Nous louons un petit appartement au lieu de posséder une maison de 4 chambres. Colton va à l'école publique au lieu de l'académie privée que Dean avait choisie. Je prépare des déjeuners au lieu de les acheter. Mais chaque soir, quand je borde Colton, je sais que nous vivons dans la vérité plutôt que dans les mensonges. Nous construisons quelque chose de réel sur des fondations qui ne s'effondreront pas quand la réalité frappera à la porte. La mauvaise tablette prise un mardi matin a sauvé 13 enfants et en a libéré 2 autres d'une vie construite sur la souffrance. Parfois, les accidents ne sont pas du tout des accidents. Parfois, ils sont exactement ce qui doit arriver. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Vos commentaires comptent énormément, alors dites-moi ce que vous en pensez ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies qui remettront en question tout ce que vous pensiez savoir sur la confiance, la famille et l'héroïsme. Merci d'avoir écouté notre histoire.